Ce jour-là, un homme sortit de ses appartements, un mouchoir devant la bouche, et ne put retenir son vomi que sur le sol en mosaïque devant le temple. Le prince n'avait pas été vu en public depuis plus de 3 semaines. Les portes du palais étaient fermées. Les serviteurs se relayaient toute la nuit. L'air matinal au-dessus du Kremlin était imprégné d'une odeur de viande avariée, d'infusions tournées et de fumée de sauge séchée. Selon le voïvode Dmitri Ivanovitch Kvachnia, à la mi-mars de cette année-là, le corps du grand prince dégageait une chaleur qui s'échappait de ses blessures, qui ne cicatrisaient pas depuis l'automne, et une eau noire suintait dessous ses ongles, comme si la terre l'appelait à elle avant l'heure. C'est ainsi que tout a commencé. Les premiers signes de la maladie sont apparus dès l'automne, lorsque le prince Ivan Danilovitch, surnommé Kalita, est revenu de la Horde avec un jarsuk, obtenu non sans de grands présents. Il eut alors beaucoup de mal à descendre de cheval aux portes de la cathédrale de l'Assomption, et son genou gauche était étroitement bandé d'un tissu de lin imbibé de graisse ou de vomi. Il marchait péniblement, et l'un des boyards de son entourage écrivit plus tard dans un rapport: il boitait comme s'il avait du charbon brûlant sous le talon. Le prince lui-même ne se plaignait pas. Il restait silencieux, se contentant d'éventer son visage avec un mouchoir qui sentait de plus en plus les remèdes et le bois pourri. Au début de l'hiver, la tumeur s'étendit aux 2 jambes. Les médecins appelés de Tver et de Rostov diagnostiquèrent une brûlure interne, une accumulation de bile noire, et la goutte, l'un d'eux, nommé Artémie, proposa d'ouvrir les abcès avec un fer rouge, mais il fut banni pour blasphème. Au lieu de cela, le corps du prince fut enveloppé de sacs remplis de cendres chaudes, aspergés d'extraits d'herbes amères, et on lui fit boire pendant la nuit une infusion de tête de pavot et un remède à base de goudron de bouleau et de venin d'abeille. Selon une légende conservée dans la chronique de Nikon, le prince, resté seul avec son confesseur pendant la nuit, aurait dit: je sens la mort, non pas dans mes os, mais dans le miroir qui ne reflète qu'une bête. Depuis le début du mois de janvier, ni ses fils, ni même le métropolite n'étaient admis dans ses appartements. Les soldats postés aux abords du palais avaient pour ordre d'exécuter sur place toute personne non autorisée. Le fils aîné, Siméon, était assis dans le palais voisin, avec 2 douzaines de boyards, et gardait le silence. Le plus jeune, Ivan, essayait chaque jour d'obtenir de sa mère le droit de passer, mais chaque fois, on lui répondait que son père était faible et souffrait dans son âme. En réalité, le prince ne se levait plus. Son corps, selon l'un de ses serviteurs, était comme de l'argile et tremblait même au moindre contact d'une ombre. Ses yeux étaient larmoyants, ses joues couvertes de taches, et ses ongles étaient blancs comme de l'os. Les rumeurs d'empoisonnement se répandirent rapidement dans la cour. Certains disaient que le prince avait été empoisonné avec de la mercure à action lente, versée dans du kvass alors qu'il était encore dans la horde. D'autres accusaient la veuve de son frère aîné, la veuve d'Ivan Danilovitch, qui avait été envoyée au couvent. Cependant, les versions étaient nombreuses et aucune n'était étayée par des preuves. À partir de la fin janvier, le corps du prince commença à se décomposer de son vivant. La tête de son lit était couverte de taches de sang séché, et le lit était changé 2 fois par jour. Les saignées prescrites par le médecin de Rostov, Varlam, n'ont pas aidé. Un pus trouble coulait d'une veine au-dessus du coude.
Les jambes ont été bandées avec des toiles imbibées de jus de vermifuge et de santal, mais les plaies continuaient à suinter. Un témoin du nom d'Euthymius écrivit: à l'approche du lit, ça sentait comme dans une étable pleine de cadavres. Les pièces furent désinfectées, avec de la fumée de balais en bois de tremble. On brûla de la mousse, on plaça de l'ail dans les coins, et on fit couler de la cire sur les seuils pour conjurer le mauvais œil. Mais rien ne pouvait faire disparaître l'odeur et les gémissements. Pendant ce temps, la peur et la calculatrice régnaient dans la cour. Les boyards du cercle proche du prince commencèrent à écrire des lettres secrètes à Tver et à Nijni Novgorod, sondant le terrain en cas de changement rapide du pouvoir. Simeon rencontrait secrètement l'archimandrite du monastère de Sergiev, tandis que son proche, le boyard Fyodor Lyapunov, tentait de rallier les marchands de Novgorod à une nouvelle alliance en leur proposant un allègement des impôts. La nuit, des ombres sortaient des palais avec des parchemins. Les lauriers des saints-pères servaient de réseau de messagers et l'argent coulait à flots. Personne n'osait parler ouvertement de la mort de Kalita, qui était officieusement interdite. À la mi-février, le prince commença à perdre la raison. Il ne reconnaissait plus sa femme, appelait son père décédé, parlait d'une voix chantante, comme s'il était en proie à la fièvre, et murmurait d'étranges prières la nuit, parmi lesquelles les serviteurs retinrent les mots suivants: ne livre pas les Tatars à mon sang, et ne livre pas mes fils les uns aux autres. L'un des clercs, nommé Andreï, écrivit dans son rapport: notre Seigneur, profané dans son corps et dans son esprit, réclame du vin dont les sucs putrides fermentent, mais dont le goût est celui de la peur. Parfois, Ivan Danilovitch se mettait à rire de manière hystérique jusqu'à en tousser. Des images défilaient devant ses yeux, et il disait qu'il voyait Moscou en feu, et que sa tête était vide comme le son d'un clocher. L'un des moments les plus inquiétants survint lorsque, pendant une crise, le prince ordonna d'exécuter le cuisinier, l'accusant d'avoir empoisonné son repas. Le cuisinier fut battu à coups de fouet et noyé dans un tonneau rempli de saumure de choux. Cet acte de cruauté bouleversa même les gardes. Plus tard, l'un des serviteurs, nommé Miron, déclara dans son témoignage: le grand prince ne cherchait pas ses ennemis à l'extérieur, mais dans chacun de ceux qui lui apportaient une cuillère ou de l'eau. Il déchirait ses vêtements, disait que son corps ne lui appartenait plus, qu'un démon était en lui. Le chroniqueur qui tenait le journal de cette année-là a laissé la note suivante dans la marge: le grand prince a été brisé physiquement, écrasé par sa propre volonté, et sa peur n'était pas la mort, mais ce qui viendrait après. Au début du mois de mars, le prince n'ouvrait presque plus les yeux. Sa bouche était sèche, sa langue noire et sa respiration saccadée et gutturale. Son corps était enflé, son dos était couvert d'escarres et sa peau se déchirait aux plis. En raison de sa position allongée permanente, une infection des tissus s'était développée et la peau se détachait de la chair. L'un des médecins qui a conservé ces notes a noté: j'ai observé des signes de putréfaction. Un liquide grisâtre s'écoule du lit avec une odeur de sang hépatique pourri. Aucun signe de vie à part des gémissements. En désespoir de cause, on recourut à des miracles. On posa des reliques consacrées sur sa poitrine, on lut des psaumes et on la fumigua avec de l'encens. On plaça une poule dans la pièce afin qu'elle prenne la maladie. La poule mourut à l'aube. Sur fond de tout cela, l'agitation commençait à l'extérieur. Le grand prince de Vladimir
un parent du frère du prince, envoya un messager à Moscou avec une note dans laquelle il faisait clairement allusion à l'incapacité d'Ivan Danilovitch. 2 détachements armés arrivèrent de Pereyaslav, soi-disant pour assurer la sécurité, mais en réalité pour démontrer leur force. Les fils du prince commencèrent à se rencontrer en secret, derrière le dos de leur garde, et discutèrent pour savoir qui serait le premier à se proclamer nouveau souverain. Lorsque le corps de Kalita cessa de donner des signes de vie, on ne le transporta pas pendant 2 jours. On attendit que les embaumeurs nettoient la chambre. La procédure était cruelle. Autopsie sans anesthésie, ablation manuelle des viscères, frottement de la peau avec de la résine de sapin et un mélange de sel, de vinaigre et de miel. Tout cela se déroulait sous la garde et avec la participation de membres du clergé qui accompagnaient chaque opération de psaume. Un témoin oculaire a écrit : le sang ne coulait pas, il s'écoulait lentement, comme de la viande avariée, et l'estomac, ouvert au-dessus du bassin, dégageait une odeur si nauséabonde que 3 personnes sont sorties dans la neige et ne sont pas revenues. Le prince fut enterré sans faste, sans invitation des représentants du peuple, dans un cercueil fermé. Sur la place, les gens se tenaient debout, en silence. Des rumeurs circulaient selon lesquelles son corps était resté chaud pendant 3 jours. D'autres disaient qu'il s'était décomposé pendant le transport et avait été ficelé avec des cordes. Et ce n'est qu'après sa mort que les troubles ont commencé. Le désordre régnait dans la cour dès le 3e jour après les funérailles. Les cordons de sécurité formés autour du chœur avaient été levés. Les gouverneurs ne recevaient plus d'ordre et les sceaux du trésor se retrouvèrent entre différentes mains. Les premiers à passer à l'action furent les hommes de Siméon, le fils aîné. Il ordonna de saisir immédiatement les lettres de son père, conservées dans une pièce secrète où, selon les rumeurs, il gardait les traités conclus avec les envoyés de la Horde et ses testaments personnels. Cependant, les clés du coffre étaient entre les mains du confesseur, qui refusa de les remettre sans concile, invoquant la crainte des tourments éternels. Le lendemain, il fut retrouvé étranglé dans le couloir entre les tours, la porte enfoncée à coups de hache. Les documents trouvés à l'intérieur étaient pleins de contradictions. Dans une liste, Ivan Kalita transférait le pouvoir à Siméon. Dans une autre, il proclamait son 2e fils, Ivan le Beau, souverain. L'un des parchemins n'était même pas signé. Les boyards, réunis dans la nuit dans la chambre obscure, ne parvinrent pas à se mettre d'accord. Dans un rapport envoyé au printemps de cette année-là, l'ambassadeur de Novgorod écrivait : Moscou vit sans chef, comme une maison sans toit, et le sang coule déjà sur le seuil. Au même moment, des rumeurs se répandirent dans la ville selon lesquelles la mort de Kalita était l'œuvre de son fils. La foule rassemblée devant le monastère de Varvarka scandait que le prince avait été empoisonné avec du pavot et du vin. L'un des serviteurs du temple eut le temps de dire qu'il avait vu Siméon apporter secrètement une cruche à son père pendant les derniers jours de sa maladie, puis il disparut. Son corps fut retrouvé plus tard dans la rivière, avec une pierre autour du cou. Il semblait que toute la société attendait de voir dans quel sens le pendule du pouvoir allait osciller. Le haut clergé soutenait Siméon, qui avait promis d'abolir le double impôt instauré par Kalita ces dernières années. Une partie des chefs militaires soutenait Ivan le Beau. Il était plus proche des marchands,
promettait de dissoudre une partie de la garde et de restituer les terres saisies par les boyards les plus anciens. Mais les deux frères n'osaient pas faire le premier pas. Ils étaient retenus par la peur des Tatars. À cette époque, la horde était en proie à la confusion, mais les caravanes continuaient d'affluer du sud. Selon l'un des messagers, le khan ouzbek était malade et son fils Janibek se préparait à la guerre. Moscou ne pouvait se permettre une rébellion ouverte. Les fils de Kalita ont donc commencé à agir dans le secret. De nouveaux verrous furent installés dans les chambres. Les gardes changèrent d'allégeance contre de l'argent. Plusieurs familles nobles furent expulsées sous prétexte de trahison. Les arrestations commencèrent. Pendant la nuit, des cris se firent entendre dans les appartements de l'ancien trésorier Yakov. Son corps, avec un bras coupé, fut retrouvé près du mur du Kremlin. Selon toute vraisemblance, il avait refusé de remettre les sceaux du prince. Peu après, 3 serviteurs qui avaient vu Siméon entrer dans les appartements de son père, mourant dans la nuit du 7 mars, après la fermeture officielle, disparurent. Il n'y eut pas d'interrogatoire. Au lieu de cela, les corps furent conservés dans des fosses derrière le monastère, sans funérailles. Pendant ce temps, la maladie de Kalita, ou la malédiction, comme on commença à l'appeler, semblait s'être propagée à la ville entière. Le temps était doux, mais les rues empestaient. Des rats rampaient dans les cours du Kremlin. Dans l'une des chroniques conservées dans le manuscrit de Laurent, il est mentionné que, le 3e jour après les funérailles du prince, des maux de tête et du pus coulant du nez se sont répandus dans les églises, et les doigts de 3 prêtres sont devenus noirs. Les gens parlaient d'une malédiction sur le corps. L'un des médecins qui avait embaumé le prince mourut 5 jours plus tard d'une fièvre inexpliquée. Un autre est devenu aveugle. À cette époque, une messe secrète fut célébrée, au cours de laquelle la terre devant la cathédrale de l'Assomption fut aspergée de sang de bœuf, et le métropolite ordonna de faire bouillir tous les vêtements de Kalita et de les brûler avec le linge, la literie et même une partie du lit en bois. Cependant, la peur des Tatars l'emporta sur les querelles internes. C'est dans ce contexte, au cours de la 3e semaine de mars, qu'un messager du khan ouzbek arriva à Moscou. Il exigeait la confirmation du nouveau prince, la présentation du jarlok et l'engagement de payer le tribut. Mais aucun des fils de Kalita n'osa se rendre seul, craignant d'être exécuté et se soupçonnant mutuellement de l'avoir dénoncé. Siméon envoya un homme de paille, déguisé en prince. L'ambassadeur de la Horde déjoua la supercherie et, une semaine plus tard, la nouvelle de la tromperie de Moscou parvint jusqu'à la capitale de la Horde d'Or. Alors, la panique s'empara de la ville. Les boyards commencèrent à envoyer secrètement leurs familles à Tver et à Souzdal. On commença à accumuler des provisions dans les caves. Les marchands quittaient les marchés. L'un des voïvodes, Semyon Drouin, accusa publiquement Ivan le Beau de trahison et fut retrouvé pendu le lendemain matin dans son propre bain. Personne n'osa retirer le corps. Pendant ce temps, le corps du prince, que l'on croyait enterré dans un caveau en pierre, fit l'objet de nouvelles rumeurs. On disait que le cercueil s'était ouvert tout seul, que le visage du mort était noirci et que sa langue était tirée. L'un des gardes qui surveillait le tombeau jurait avoir entendu une respiration sourde sous terre. Au bout d'une journée, il fut emmené dans un monastère, prétendument devenu fou, se débattant dans son délire et criant que Kalita revenait chercher son fils. Plusieurs épouses de boyards
ont déclaré avoir fait des cauchemars dans lesquels le prince, en décomposition et couvert de mouches, exigeait qu'on lui rende son anneau. Suite à cela, au cours de la première semaine d'avril, Siméon se décida enfin. Il rassembla 1 millier de soldats, convoqua le clergé et, devant les portes closes de la cathédrale, s'autoproclama grand prince. Ivan le Redoutable était à ce moment-là en chasse, près de Kolomna. La nouvelle de l'autoproclamation de son frère le surprit dans la forêt. Dès le lendemain matin, il fit demi-tour et marcha sur Moscou avec ses troupes. Ce fut le début d'un nouvel ordre. La mort de Kalita rompit l'équilibre qui reposait sur la peur et la ruse. Ses héritiers n'avaient ni sa volonté ni sa patience. Le peuple de Moscou attendait, silencieux et effrayé. Certains espéraient un remaniement du pouvoir, d'autres craignaient le retour des Tatars. Et bien que la cour princière fût à nouveau pleine, personne ne croyait plus qu'il y eût de l'ordre derrière ces murs. Désormais, chaque morceau de pain était accompagné d'un murmure: es-tu pour Siméon ou pour Ivan? Et chaque regard reflétait la crainte que le corps en décomposition du grand prince repose toujours quelque part sous les dalles, sans avoir pu prononcer ses derniers mots. La deuxième campagne pour le pouvoir commença avant l'aube. Ivan le Rouge approcha Moscou par le sud, à travers les champs enneigés, sans même attendre de renfort. Son détachement, composé d'environ 500 cavaliers, n'avait pas d'artillerie et n'était pas prêt pour un siège. Mais dans la ville, tout était différent. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la garde de Siméon hésitait, que la moitié des boyards avaient déjà secrètement juré fidélité au jeune frère, et que le prince aîné lui-même souffrait de fièvre, comme si la malédiction du corps de Kalita l'avait atteint. Le troisième jour après son autoproclamation, Siméon commença à vomir. Sa température monta tellement qu'on le maintint dans un bain glacé. Puis, lorsque celui-ci fondit, on le frotta avec du vinaigre et du sel. Sa langue enfla et il cessa de parler. Le médecin Ignace, qui laissa une note dans les marges d'un livre de prière, écrivit: Monsieur délire, son visage est couvert de taches, comme s'il était en train de pourrir. Son ventre est gonflé, ses yeux coulent comme du lait caillé. Il sent comme un cadavre. Personne n'avait plus aucun doute. Kalita, même mort, entraînait son héritier dans la tombe, mais la mort n'eut pas le temps de le rattraper. Ivan le Rouge entra dans la ville sans combat. Les tours de garde étaient ouvertes. Une partie des gardes s'était retirée pendant la nuit. Les gens dans les rues étaient silencieux. Personne ne l'accueillit avec du pain et du sel, mais personne ne se mit en travers de son chemin. À midi, il était déjà dans le Kremlin. Les gardes de son frère aîné déposèrent les armes. Siméon fut transporté dans une chambre éloignée, enchaîné comme un prisonnier, mais sans jugement ni exécution officielle. Il mourut 3 jours plus tard. Officiellement, il serait mort de fièvre et d'étouffement, mais selon les serviteurs, il aurait succombé à des furoncles dans le ventre. Les médecins ne touchèrent pas son corps. On l'enveloppa dans des toiles. On le saupoudra abondamment de sel et on l'emporta pendant la nuit, sans funérailles, sans cloche. Son lieu de sépulture resta inconnu. Ivan le Redoutable devint alors le souverain absolu. Mais le pouvoir ne lui fut pas légué comme une bénédiction, mais comme un fléau. Les appartements du Kremlin empestaient la pourriture et la peur. La première chose qu'il ordonna fut de brûler le lit où Kalita et Siméon étaient morts. Les murs de ces appartements furent enduits de chaux, et on versa de l'eau bénite et du sang de bœuf sous les planchers.
Les serviteurs qui travaillaient dans ces appartements reçurent de l'argent et furent envoyés dans des villages éloignés. Les vieux matelas, les oreillers et les icônes furent jetés dans le fleuve. Personne ne voulait que cela se reproduise, mais cela avait déjà commencé. Au printemps, lorsque les glaces se sont retirées, une maladie s'est déclarée à Moscou. Elle a d'abord touché les mendiants sur les marchés, puis les moines. Les gens étaient couverts de taches, commençaient à suffoquer et mouraient en 3 jours. Les morts étaient brûlés sur ordre secret. Les prêtres disaient que c'était le souffle noir de Kalita. Un moine a laissé cette note dans son journal. La malédiction du grand prince s'est abattue sur la terre, car la cupidité a engendré la mort, et la mort a engendré la colère. Le peuple s'est inquiété. Des rumeurs ont couru selon lesquelles le nouveau prince, Ivan, portait lui-même une amulette contenant une dent de son père défunt qui aurait renfermé son pouvoir. Personne ne savait si c'était vrai, mais tout le monde le craignait. Il parlait peu, ne se montrait au peuple qu'une fois par mois, le visage caché sous une capuche. Lors des réunions des boyards, il apparaissait soudainement et disparaissait. Il donnait ses ordres par l'intermédiaire de scribes, souvent la nuit. Un jour, lors d'une réunion, il ne prononça qu'une seule phrase. Priez, pas pour moi, pour vous-même. Pendant ce temps, la carte politique du principauté s'effondrait. Tver refusait de payer le tribut. Les habitants de Novgorod exigeaient une réduction des impôts. Un messager fut à nouveau envoyé à la horde avec des cadeaux, une lettre et des excuses pour avoir trompé Siméon. Il n'y eut pas de réponse. Moscou vivait dans l'attente d'une expédition punitive du Khan, et chaque soir, de nouvelles prières s'élevaient dans l'enceinte du Kremlin. Dans les souterrains, on sculptait de nouvelles idoles, on apportait des sacrifices, on brûlait des poupées de paille portant les noms des ennemis. Le christianisme ancien se mêlait à une peur silencieuse. En juin, le prince ordonna de rétablir l'ancien ordre de Kalita, y compris les mesures cruelles. De nouvelles exécutions commencèrent. Les marchands soupçonnés de complot étaient pendus au-dessus des rivières. Les boyards qui parlaient de fuite disparaissaient. Les suspects étaient brûlés avec du fer rouge. Les femmes avaient la langue coupée. Ivan le Redoutable tentait de maintenir l'ordre par la terreur, comme son père. Mais la peur ne nourrissait plus le pouvoir. Elle le rongeait. Une chronique rapporte: cette année-là fut sombre, et le soleil se coucha 3 fois sans raison, et il y avait plus de corbeaux que de pain. La mort de Kalita changea tout. Son corps pourrit, mais son esprit, disait-on, resta présent. Même un an plus tard, l'un des gouverneurs écrivait à Novgorod: Moscou est devenu un cercueil. La ville est vivante, mais elle sent la mort. L'histoire ne se souvient plus des princes morts ainsi, mais elle se souvient des conséquences. À l'automne de la même année, des ambassadeurs tatars entrèrent dans Moscou. Ils arrivèrent sans étendard, mais avec une garde de 60 hommes et une liste complète des exigences du nouveau Khan Janibek. Ivan le Redoutable les reçut non pas dans son palais, mais dans une tente spécialement préparée sur la place de la cathédrale, loin des lieux où son père et son frère étaient morts. Selon la description d'un des serviteurs, le prince leur apparut, pâle comme de la cire, les yeux vitreux, sans ciller, sans bouger le visage. Il s'inclina profondément et parla doucement. Il offrit de riches présents, promit de rétablir tous les paiements et même de céder une partie des terres du Nord. Les ambassadeurs écoutèrent, puis l'un d'eux dit:
en le regardant droit dans les yeux. Vous pourrissez de l'intérieur, prince. Cela se voit sur les murs et sur votre peuple. Nous prendrons ce que nous voulons. Votre peur est notre accord. Ivan ne répondit pas. Il se contenta de s'incliner plus bas. 3 jours plus tard, les Tatars partirent, emmenant avec eux 20 otages et 3 coffres d'argent. Le khan refusa de donner un jarlag. Moscou se retrouva officiellement sans souverain reconnu, et bien qu'Ivan le Redoutable continuât à régner, aucun de ses voisins ne reconnaissait son autorité. Les dissensions diplomatiques commencèrent. La noblesse de Rostov négociait ouvertement avec Tver. Riazan exigeait la restitution de ses anciennes terres. Les marchands commencèrent à faire sortir leurs capitaux. L'argent était acheminé par les routes de Souzdal. L'or était caché hors de la ville. Une maladie refit surface dans la ville. Elle était appelée de différentes manières: pourriture de Kalita, souffle sec ou simplement tremblement. Les gens perdaient leurs doigts, leur peau se couvrait de taches et ils étaient pris de tremblements. Ceux qui s'approchaient de la cour princière étaient particulièrement touchés. Un jeune scribe du nom d'Alexis nota dans son journal: après 3 jours passés dans les appartements, ma main est bleue, mon nez saigne et l'odeur est comme dans un caveau. Est-ce la volonté du Seigneur ou la vengeance des morts? Je l'ignore. Pendant ce temps, les morts se multipliaient dans le Kremlin. D'abord le confesseur qui avait béni le prince avant sa rencontre avec les ambassadeurs, puis l'un des médecins. Ensuite, Maria, la fille sans enfant de Kalita. Tous présentaient les mêmes symptômes: des taches noires sur le cou, des convulsions, de la mousse jaune à la bouche. Les corps étaient immédiatement incinérés. Les cimetières étaient gardés. Les serviteurs refusaient d'entrer dans certaines chambres. L'un d'eux, qui s'était enfui à Souzdal, a déclaré avant de mourir qu'il avait entendu pendant la nuit des bruits de pas sur le plancher pourri et des craquements d'os contre le bois, comme si Kalita était revenue, non pas dans son corps, mais dans sa colère. Le prince interdit de mentionner le nom de son père. Toutes les images de Kalita furent retirées des murs. Son tombeau fut scellé et il fut même interdit de prier devant. Ivan ordonna de enterrer la porte menant au caveau et de brûler la terre. Mais la peur resta. Elle s'installa dans chaque recoin. Puis l'héritier disparut. Ivan le Rouge n'était pas mort, il avait disparu. Cela s'est passé dans la nuit du 9 au 10 décembre. Le dernier à l'avoir vu était un écuyer nommé Timofée. Dans un rapport rédigé plus tard, il indiqua: Monsieur ne dormait pas. Il se tenait près de la fenêtre et murmurait quelque chose dans une langue ancienne et incompréhensible. Il a dit: J'entends mon père. Il m'appelle à travers la glace. Puis il a marché pieds nus dans le couloir. La porte n'a pas grincé. Nous l'avons cherché jusqu'à l'aube. Il ne restait que des traces, humides, comme de la sueur. Le corps n'a pas été retrouvé, ni dans les greniers, ni dans les souterrains, ni dans les bois. On annonça officiellement que le prince était parti se repentir dans un monastère. En réalité, Moscou se retrouva sans souverain pour la 2e fois en un an. Le pouvoir s'effondra. Les boyards se partagèrent les restes, comme lors d'un pillage. Des centaines de personnes partirent. L'Église garda le silence. La chronique Nikon de cette année-là se termine par ces mots: Et le prince est parti à la suite du mort, emportant avec lui la peur, la chair et le droit, et la terre est restée vide, comme un cercueil sans corps. L'héritage de Kalita était détruit.
Ses enfants étaient morts ou avaient disparu. L'ordre qu'il avait mis des décennies à établir s'était effondré. La centralisation prit fin. Les villes s'isolèrent. La horde se renforça. Moscou devint le cœur pourri de la ruse, creux, froid, mais encore vivant. Et pendant longtemps, le peuple continua de dire que Kalita n'était pas mort, mais qu'il avait simplement pourri dans ses appartements, s'était imprégné dans les murs, et qu'il reviendrait vers ceux qui désiraient le pouvoir plus que la vie. Ainsi s'acheva la dernière campagne du grand prince Ivan Kalita. Sans armes, mais avec un corps en décomposition, sans cheval, mais avec des milliers d'ombres derrière lui, sa mort a laissé un vide que personne n'a pu combler.